Je vous propose que nous commencions en vous remerciant de votre présence, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous reprenons ce matin les travaux de notre commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix de l'industrie pharmaceutique française en auditionnant Madame Roselyne Bachelot en sa qualité d'ancienne ministre de la Santé. Je vous remercie, Madame la Ministre, d'abord, de vous être mobilisée. Vous ouvrez la séquence des auditions des ministres et anciens ministres et connaissant votre liberté de ton, nous nous en félicitons et nous attendons beaucoup de cette audition. Je précise ici que votre connaissance du sujet du médicament, puisque vous êtes docteur en pharmacie et que, avant de faire vos débuts en politique, vous avez notamment exercé les fonctions de délégué à l'information médicale au sein du laboratoire ICI Pharma, depuis devenu AstraZeneca, puis de chargé des relations publiques chez Sogipharm. Mais si nous vous entendons ce matin, c'est en votre qualité de ministre de la Santé, de mai 2007 à novembre 2010, chargé notamment à cet égard de la politique du médicament. À l'époque, vous aviez eu à gérer une crise sanitaire, l'épidémie de grippe H1N1, pour laquelle les reproches qui vous avaient été adressés sont sans doute inverses de ceux qui sont aujourd'hui adressés au gouvernement, la crise de la Covid étant passée par là. Le principe de précaution maximale qui avait guidé votre action en matière de constitution de stock de produits de santé, de dispositifs médicaux et de vaccins avait pu être assimilé à un excès d'anticipation et de préparation. Ce qui nous frappe au contraire dans la gestion de la situation actuelle en matière de pénurie de médicaments, essentiel, c'est bien le défaut d'anticipation, ou en tout cas de préparation, s'agissant d'un phénomène qui, s'il n'existait pas ou peu il y a 15 ans, est devenu depuis un problème chronique, exponentiel et même systémique, puisque le début du décrochage pourrait être daté à partir de 2013 ou 2014. Je rappelle qu'à l'issue lors d'une mission parlementaire du Sénat à l'été 2018, nous étions en situation d'environ entre 600 et 700 médicaments en pénurie. Actuellement, la pénurie est estimée à environ 2500 en fonction des critères et des moments, voire à 3000. C'est donc une certaine mise en perspective historique que nous attendons de cette audition, puisque vous étiez aux manettes à une époque où le problème des pénuries de médicaments n'était pas encore devenu en France un enjeu aussi prégnant que maintenant et semblait réservé aux pays plutôt du Sud. Vous avez exercé les fonctions de ministre de la Santé il y a suffisamment longtemps pour ne pas avoir été mêlé à des décisions en lien avec la situation actuelle. Et c'est ce recul qui nous intéresse et le regard forcément avisé que vous portez sur cette situation. Auditionné en septembre 2020 par la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise de la Covid, vous aviez posé comme principe, je vous cite, qu'aucune pandémie ne ressemble à une autre. Nous en avons constaté l'effet très récemment. Vous poursuiviez, il faut donc se méfier comme de la peste des leçons du passé et des fameux retours d'expérience dont nous sommes si friands. Les plans de lutte imaginés à froid sont des brodequins d'acier qui contraignent la décision politique. Nous avons besoin d'outils, nous n'avons pas besoin de procédures. Mais précisément, le phénomène qui donne à cette commission d'enquête sa raison d'être, à savoir le caractère désormais structurel des ruptures de stock et des tensions d'approvisionnement, car il y a rupture et il y a tension en médicaments, et d'un tout ordre que les situations d'urgence et de crise que sont les périodes de pandémie H1N1 ou Covid. Même si nous avons connu cet hiver une acutisation dans un contexte de triple épidémie, Covid, grippe et VRS. Si les menaces exceptionnelles ne prennent jamais la forme que l'on attend, il est question ici de rechercher des solutions pérennes à un problème pérenne, celui de l'approvisionnement du marché français en temps normal, hors période de crise sanitaire, même si, évidemment, il prend un tour cruel lors des moments critiques. Il s'agit donc bien de prévenir plutôt que de réagir et encore moins chercher à guérir dans l'urgence. Et il nous est précieux de bénéficier de votre expérience, celle d'un temps où le problème dont nous nous sommes saisis n'existait pas, même si les causes profondes étaient peut-être et même certainement déjà à l'œuvre. Et vous nous direz d'ailleurs dans quelle mesure.
Il ne s'agit donc en aucun cas, vous l'avez compris, de vous demander des comptes sur votre action passée, ni de juger d'ailleurs vos successeurs, mais d'échanger avec vous pour mieux comprendre ce qui a pu changer sur le long terme, puisque nous sommes vraiment au stade du long terme, dans le circuit du médicament, pour expliquer les difficultés actuelles. Je vais immédiatement donc vous céder la parole pour un bref propos introductif, puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions. Je précise également que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite, Madame la Ministre, à prêter serment de dire toutes les vérités, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je vous remercie beaucoup. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires du Sénat, je me prête bien volontiers à l'exercice de l'audition devant une commission d'enquête, exercice qui n'est pas nouveau pour moi, et qui m'a apporté, vous l'avez rappelé, il n'y a pas si longtemps, quelques satisfactions rétrospectives. Certains ont sans doute regretté que les commissions d'enquête soient filmées et qu'ils soient confrontés à ces auditions, pas moi. Le dossier de la pénurie d'approvisionnement en médicaments et en dispositifs médicaux concerne la profession pharmaceutique dans toutes ses modalités. Docteur en pharmacie et ayant exercé sous divers aspects cette profession, je me dois devant vous de compléter vos propos, Madame la Présidente. C'est une obligation déontologique, ainsi d'en préciser les contours. J'ai donc été embauché il y a 52 ans par un laboratoire pharmaceutique, Avelon ICI, laboratoire Avelon qui d'ailleurs n'existe plus, comme salarié non cadre pour exercer une fonction de délégué médical. À aucun moment je n'ai eu dans ce laboratoire une fonction de direction, de gestion, même d'animation. Cet emploi qui a duré 5 ans et qui a donc cessé il y a 47 ans m'a permis de payer les études de mon conjoint avant que je ne puisse poursuivre à mon tour les miennes et ainsi obtenir mon diplôme de docteur en pharmacie tardivement. Pharmacienne d'officine jusqu'en 1991, je n'ai eu aucune fonction dans l'industrie pharmaceutique depuis 47 ans. Vous avez parlé de Sogipharm, je veux préciser que cette fonction que j'ai exercée l'a été dans le cadre d'une action humanitaire en Guinée-Conakry, où j'ai financé à mes frais un petit atelier de fabrication de sirop pédiatrique de 1984 à 1991. Cette structure qui mobilisait quelques bénévoles, 6 à 7, peut difficilement être présentée comme une multinationale, comme je l'ai vu dans quelques publications malveillantes. Non seulement elle ne m'a rapporté ni rémunération ni bénéfice, mais devant les difficultés politiques et sociales de la Guinée, nous avons arrêté notre implication et nous avons offert nos installations, les installations que nous avions financées à nos amis guinéens. Vous jugerez donc si j'ai pu, à un moment quelconque de mes activités d'élu ou de ministre, être impacté par un conflit d'intérêts. J'ai donc eu l'honneur d'exercer la fonction de ministre de la Santé du 18 mai 2007 au 13 novembre 2010 et j'ai bien compris que c'est à ce titre que vous m'entendez. Mon exercice a été marqué par plusieurs défis qui impactaient d'ailleurs la filière, la crise financière de 2008, la présidence française de l'Union européenne au second semestre 2008, les travaux intenses qui ont mené à la loi Bachelot du 30 juillet 2009, appelée encore Hôpital Patient Santé Territoire, la mise sur pied des agences régionales de santé et bien entendu, last but not least, la gestion de la grippe A, H1N1. La question du risque de pénurie ne nous est pas apparue, de pénurie de médicaments, ne nous est pas apparue anecdotique déjà. Je pourrais me réfugier derrière des chiffres victorieux mais peu exploitables, claironner qu'il n'y avait que 89 épisodes de pénurie en 2010
et en quelques dizaines des années précédentes, il ne faut pas oublier que les déclarations de pénurie n'étaient pas obligatoires à l'époque et que ces chiffres sont certainement sous-déclarés. Toutefois, ces dysfonctionnements causant des réactions fortes dans l'opinion publique, ils étaient surveillés par tous les professionnels de santé et les responsables publics. Les difficultés concernaient surtout des traitements hospitaliers peu connus du grand public, tels des produits de diagnostic, le technétium 99 par exemple, ou des produits anticancéreux tels la chlorméthine. Mais à terme, la menace sur les officines et la distribution des médicaments était réelle. En cause, des problèmes de gestion des stocks de la part des labos, mais surtout la réduction et la concentration croissante des sources d'approvisionnement dans les pays émergents. C'était le constat déjà dressé par l'Académie nationale de pharmacie, qui avait réuni les autorités de santé et les industriels à ce sujet. Déjà, 80% des principes actifs de médicaments étaient fabriqués en Chine et en Inde, contrairement à peine 20% quelques années auparavant, une trentaine d'années auparavant. Environ 1 millier de producteurs indiens et chinois se partageaient ce secteur en plein essor. En 2009, sur le marché mondial, près de 60% du chiffre d'affaires était généré par des industriels qui ne fabriquaient que la matière active, les labos occidentaux ne prenant en charge que la formulation du médicament. Les spécialistes ajoutaient « Ces délocalisations se font pour des raisons évidentes de coût, mais aussi sous la pression des pouvoirs publics qui, en promouvant l'utilisation des génériques depuis une quinzaine d'années, ont attiré les acteurs indiens et chinois sur ce marché des volumes. » Et la Chine concentrait à elle seule 40 à 50% de la production de principes actifs génériques du marché européen, relevait le président de l'Académie nationale de pharmacie, Henri-Philippe Husson, à l'époque, avec à la clé le risque que nous connaissons de dépendance accrue vis-à-vis des pays producteurs, mais aussi de risques sur la qualité. Nous nous sommes donc dirigés dans deux directions. D'abord, muscler l'industrie pharmaceutique française, ensuite, muscler la législation et donc les obligations des différents acteurs de la chaîne du médicament. Et je veux à ce propos saluer l'engagement personnel constant du président Nicolas Sarkozy sur ce dossier. Muscler l'industrie pharmaceutique de notre pays, c'est ainsi que le 26 octobre 2009 a été réuni le Conseil stratégique des industries de santé et à l'issue a été pris un certain ensemble de décisions qui répondaient à 3 objectifs majeurs: développer les biotechnologies au service des industries de santé, développer des partenariats entre secteur public et secteur privé dans la recherche biomédicale, accompagner les mutations industrielles afin de préserver l'outil de production. Ces 11 mesures, vous les trouverez bien sûr sur le site internet. Je ne vais pas les faire, sauf si vous souhaitiez ensuite m'entendre, mais vous les avez bien entendues certainement dans vos dossiers. Je fais donc la passe sur ces 11 mesures. La seconde consistait à prendre des mesures réglementaires qui permettaient de développer la communication grand public pour les médicaments de médication officinale. Vous constaterez qu'en ce domaine, en ce domaine de l'industrie pharmaceutique, l'alternative est simple. Faut-il privilégier une politique de relocalisation de produits et de principes actifs matures, donc une industrie pharmaceutique d'entrée de gamme, ou choisir la stratégie de l'excellence et de l'innovation? Et j'ai le sentiment que la question que nous nous posions alors est restée absolument pendante aujourd'hui. Pour autant, même si on privilégie la stratégie de l'excellence et de l'innovation, il faut assurer l'accès à ces produits matures et néanmoins indispensables, ce qui nous est apparu relever d'une politique d'achat diversifiée, de stockage de précaution et de systèmes d'alerte performants. Il a donc été initié, dès l'époque, un travail législatif de fond auquel se sont attelés les services du ministère de la Santé pour poser les outils juridiques nécessaires
et qui a trouvé ensuite son véhicule dans la loi du 29 décembre 2011, dite loi Bertrand. Dans le contexte du scandale du Mediator, auquel la loi voulait répondre, on a surtout retenu les éléments qui concernaient ce scandale du Mediator, c'est-à-dire la prévention des conflits d'intérêts, le renforcement de la pharmacovigilance et la création d'une nouvelle agence du médicament. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé était donc remplacée par l'ANSM, dont vous avez, je crois, entendu récemment la responsable. Cette loi, on l'a un peu oubliée, elle a surtout contribué à renforcer le dispositif réglementaire français de prévention et de gestion des ruptures d'approvisionnement. Elle a en fait transposé dans la loi un certain nombre de principes communautaires qui préconisent de mettre en place des obligations de service public pour le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, comme pour les distributeurs de médicaments. C'est ainsi que cette loi, mais je sais que vous entendrez M. Bertrand, mais c'est à la suite d'un long processus législatif, la loi étend de 6 mois à 1 an le délai d'information de la NSM en cas de suspension ou d'arrêt de commercialisation d'un médicament pour lequel il n'existe pas d'alternative thérapeutique sur le marché français. Elle a mis en place un système d'astreinte et des obligations de service public pour les grossistes répartiteurs. Elle a prévu des sanctions financières pour manquement aux obligations des laboratoires exploitants et des grossistes répartiteurs. Elle a introduit pour la première fois une définition de la rupture d'approvisionnement dans la législation. Et je parle bien, évidemment, du travail réglementaire qui a suivi. Elle a introduit pour la première fois une définition de la rupture d'approvisionnement dans la législation française en le définissant comme l'incapacité pour une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures. Et donc, cette loi qui a été complétée par le décret du 28 septembre 2012 a complété le texte par nombre d'obligations réglementaires, obligations pour les laboratoires exploitants, pour les grossistes répartiteurs et en fait finalement pour toute la chaîne du médicament. Et je dois dire que la loi ensuite de Madame Touraine, la loi du 26 janvier 2016, a utilement complété le texte de la loi de décembre 2011 et du décret de septembre 2012, puisque la France, grâce à cet ensemble législatif, la France a été le premier pays à transposer, évidemment, toutes ces dispositions communautaires, mais à transformer les obligations réglementaires en obligations légales et à introduire des sanctions administratives et financières en cas de manquement à ces obligations. Donc, vous entendrez bien sûr à la fois M. Bertrand et Mme Touraine, mais ce travail législatif a été commencé alors que, effectivement, il n'y avait pas à proprement parler d'alerte, mais l'environnement industriel, l'environnement de mondialisation était là et il ne nous avait pas échappé et nous avons construit à la fois la stratégie industrielle qui ne relevait pas du ministère de la Santé, je tiens à le préciser. Le comité stratégique des industries de santé était impliqué à la fois Madame Lagarde, ministre de l'Industrie, accompagnée de son ministre délégué, M. Estrosi, Madame la ministre de la Recherche, Valérie Pécresse, et moi-même, ministre de la Santé. Mais la question de la gestion industrielle du médicament relève plus précisément de la responsabilité du ministère de l'Industrie. Nous, le ministère de la Santé, évidemment, s'occupe de l'aspect de la qualité du médicament et de sa bonne dispensation à tous les niveaux de la chaîne pharmaceutique. Voilà, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, madame la rapporteure, madame la présidente, ce que je pouvais dire. Un point qui m'importe, je suis donc auditionné sur mes responsabilités de 2007 à 2010. Je ne souhaite pas m'exprimer, je témoigne sur ce qui
concerne mes fonctions de ministre de la Santé, je ne vais pas me livrer à l'ultra-crépidarianisme, si vous me permettez, et faire, car je n'en ai ni les moyens d'investigation, ni les responsabilités, de faire des commentaires sur la situation actuelle de la crise des pénuries. Cela demanderait de ma part d'être accompagné par quelques collaborateurs qui me feraient des notes, qui me transmettraient des rapports et des dossiers. Cordonnier, pas plus haut que la chaussure. Je vous remercie, Madame la Ministre. Je donne immédiatement la parole à notre rapporteur, Laurence Cohen, pour une première série de questions. Merci, Madame la Ministre. Je vais essayer de rester dans vos fonctions passées, mais ça peut un peu empiéter quand même. Vous jugerez par vos réponses. Votre acte. Tout à fait, mais bon, j'ai déjà eu l'occasion d'assister à vos auditions dans le cadre des commissions d'enquête, donc j'ai pas de doute. En tant que ministre de la Santé à l'époque, et la présidente d'ailleurs l'a souligné, vous avez dû gérer l'épisode H1N1 qui a fait couler beaucoup d'encre, et vous avez, me semble-t-il, été guidé à juste titre par un principe de prévention et de précaution maximale. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça ne suppose pas de sortir pour partie les médicaments qui, comme chacun sait, ne sont pas des biens comme les autres, sortir donc les médicaments des logiques de rentabilité et du marché en envisageant le retour à une véritable production publique, en partie, et notamment pour les médicaments critiques, là où aujourd'hui il semblerait que le secteur concurrentiel soit quelque peu défaillant. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est toujours au moment où vous gérez donc cette pandémie, vous aviez été accusé, et ça, vous vous en souvenez, d'en faire trop. Du coup, par la suite, il y a eu des politiques publiques de stockage des produits qui ont été différentes ou pas différentes d'ailleurs. Mais nous, en tant que législateurs, nous sommes confrontés à ces questions de durée de stockage où on parle de 2 mois, de 4 mois, etc. Il y a toute une polémique là-dessus, ce qui ne me semble pas obligatoirement le fond de la question. Mais vous qui avez été donc au cœur des décisions, où est-ce que vous pensez utile, nécessaire, indispensable de placer ce curseur, sachant effectivement que le coût du stockage est loin d'être négligeable. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ma troisième question, c'est sur la gouvernance et le pilotage de l'ensemble du système qui a été mis en place, et on a été alerté lors de plusieurs auditions sur un peu, j'allais dire, le chevauchement des différentes agences qui sont en France multiples. Vous avez vous-même été à l'origine de la création des ARS, donc c'est un échelon au niveau régional. Mais est-ce que vous pensez que toutes ces agences, finalement, sont un gage de transparence, de bonne diffusion des informations, notamment aux patients, mais également aux professionnels de santé, je pense aux pharmaciens, mais je pense également aux médecins. Et est-ce que vous pensez qu'un comité de pilotage ad hoc chargé de la stratégie de prévention et de lutte contre les pénuries de médicaments est une bonne solution ? Mon autre question, c'est que le gouvernement a annoncé d'ici la fin du mois l'établissement d'une liste de médicaments critiques, beaucoup plus restreinte que celle des MITM. Nous avons été confrontés avec la présidente lors de plusieurs de nos déplacements j'allais dire, confrontation de ces différentes listes. Chaque organisme au niveau européen, au niveau national, parle de l'établissement de listes. Et il nous semble, à l'étape actuelle de nos auditions, qu'effectivement, cette liste serait bienvenue, mais qu'il faudrait la restreindre.
parce que sinon elle n'aurait plus d'efficacité. Est-ce qu'au moment où vous étiez ministre de la Santé, vous étiez déjà alerté, préoccupé, vous aviez déjà travaillé sur l'élaboration d'une telle liste? L'autre question que je voudrais vous poser, c'est sur le prix du médicament. Est-ce que vous pensez que le prix du médicament, dont on a vu notamment que les médicaments matures étaient plutôt tirés, on va dire, vers le bas, et c'est un reproche qui a été fait, donc est-ce que cet état de fait peut compromettre l'approvisionnement du marché français, ou peut-il inclure une part de sécurisation des approvisionnements, de soutien de l'industrie, et en particulier à la réimplantation de la production de certains principes actifs sur le territoire national, parce que vous l'avez noté déjà à votre époque, eh bien, il y avait 80% des principes actifs qui étaient déjà en Chine et en Inde, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous avez eu la particularité d'avoir été, et il me semble que c'est unique, mais peut-être que je me trompe, au cours de votre carrière, non seulement ministre de la Santé, mais vous avez été également ministre de l'écologie et du développement durable. Donc, à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres ministres qui aient cette charge-là. Et pourquoi je veux vous poser cette question ? Mais la question que je veux vous poser, pourquoi je parle de l'écologie, je sais aussi que vous avez été plus récemment ministre de la Culture, mais au niveau de l'écologie, c'est parce que, effectivement, l'industrie chimique est une industrie qui est particulièrement polluante, et donc je voulais savoir quel était votre regard, évidemment, avec le fait que si on relocalise en France, eh bien, il y a, d'ailleurs, même en délocalisant, il faudra avoir la même préoccupation, parce que c'est une préoccupation mondiale, mais en tout cas, avoir des exigences de normes environnementales importantes. Et qu'est-ce que vous en pensez de votre point de vue de ministre? Enfin, ma toute dernière question, ça concerne les industries pharmaceutiques qui donc reçoivent des aides au niveau du CIR pour la recherche et le développement. Et quand vous aviez été ministre de la Santé, vous aviez décidé de supprimer le plafond du CIR de 16 millions d'euros pour le remplacer par un montant égal à 30% des dépenses de R&D, en dessous de 100 millions, puis 5% au-delà. Et est-ce que cette décision, qui a donc été profitable pour les industries pharmaceutiques et qui aurait dû leur permettre donc d'avoir une politique performante en matière d'innovation, de recherche, etc., est-ce que ça vous a paru efficace et quelles ont été les raisons qui vous ont guidé à cette époque, et est-ce que vous pensez que les résultats ont été à la hauteur de l'investissement? Voilà, c'est des questions qui sont multiples et variées, donc je vous remercie par avance des réponses que vous allez pouvoir apporter. Madame la ministre. Madame la rapporteure, je vous remercie pour cette batterie de questions. J'espère que vous me rappellerez à l'ordre si j'oublie quelque chose. Merci finalement d'avoir salué ma gestion de la grippe A H1N1 et d'avoir indiqué que dans le domaine de la santé, les principes de prévention et de précaution doivent l'emporter sur toute autre considération économique. Et j'ai trouvé d'ailleurs tout à fait intéressant qu'à l'époque, j'ai été accusé d'avoir manié ces principes, mais je pensais qu'on me rendrait justice après ma mort. J'ai eu l'intense satisfaction de voir que ça l'a été avant. Très bien. Et que nous n'avons pas obéi aux logiques de marché. Vous indiquez très justement l'embrouillamini des institutions qui s'activent dans le domaine de la santé, donc du médicament,
et qui ont d'ailleurs développé un certain nombre de partenariats dans cette alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Effectivement, l'INSERM, le CNRS, le CEA, l'INRA, l'Institut Pasteur, l'IRD, la conférence des présidents d'université, la conférence des directeurs généraux de CHU, mais ils ont, ma foi, chacun leur utilité. L'essentiel est qu'ils travaillent ensemble. Rajouter un comité supplémentaire, ça c'est une chose bien française. Au motif de simplifier, on rajoute un formulaire et un organisme. Ça, alors là, on n'y dérogera pas. Je prédis que vos travaux aboutiront à ça, c'est-à-dire un petit peu plus de complexité et un organisme supplémentaire, parce qu'évidemment, tous ces gens ayant une utilité majeure, on ne les supprimera pas. Et d'ailleurs, bien entendu, le gouvernement qui se risquera à supprimer un de ces acteurs sera accusé des pires crimes. Les agences régionales de santé, au moins, ont répondu à ce désir de simplifier, à cette volonté de simplification, car n'oublions pas qu'elles ont remplacé pas moins de 7 organismes pour les remettre dans la main de ces agences régionales de santé. Quelquefois, ça m'amuse parce qu'on me parle des DAS et des DRAS et je dis, mais vous savez que j'ai supprimé les DAS et les DRAS? Ah bon, c'est pas croyable. Comme il n'y a pas eu une seule journée de grève dans cette affaire, évidemment, tout ça est passé inaperçu parce que pour qu'il y ait une bonne réforme, elle se juge au nombre de personnes qu'on met dans la rue. Il n'y a aucune allusion avec ce qui est en train de se passer dans l'actualité, bien entendu. Bien sûr. Je suis incapable de la moindre malveillance. Nos ARS ont quand même subi un choc évidemment tout à fait dommageable de la désastreuse réforme territoriale des grandes régions sur une administration adolescente, et même moins qu'adolescente. Cela a été un véritable coup de poignard que ces grandes régions, mais ça, c'est une note de bas de page. En tout cas, les ARS exercent des fonctions, puisque l'inspection de la pharmacie peut se faire à la fois par les pharmaciens inspecteurs de santé publique et également par les pharmaciens inspecteurs des ARS. Vous abordez une question très importante sur le fait que l'industrie pharmaceutique n'est pas une industrie comme les autres. C'est une des dernières industries de notre pays qui soit avec des prix administrés. Et la question se pose dans cet environnement mondialisé, faut-il finalement créer une industrie d'État ou étatisée ? Pourquoi pas? Je dois dire que je n'ai pas une très très grande confiance dans l'État pour mener ce genre d'opération, mais pourquoi pas, à condition évidemment de profondément réformer un ensemble de législations et de se tamponner avec des législations européennes. Parce qu'il faudra effectivement revenir sur, en particulier, les questions de marché, d'appel d'offres. À partir du moment où on fera une industrie d'État, les prix des médicaments n'auront rien à voir avec les prix des spécialités tels qu'ils nous sont proposés par les industries des pays émergents, quand on en connaît les tarifs, les salaires, les conditions sociales, et vous avez eu raison de parler de l'écologie, bien entendu, avec des normes écologiques moindres, et le fait qu'on est bien content aussi, dans cette industrie pharmaceutique qui est une industrie chimique, on l'oublie, mais une industrie polluante, donc on est bien content d'exporter nos nuisances et de les faire assumer par des pays en développement.
Donc, pourquoi pas une industrie d'État? Est-ce qu'elle serait d'ailleurs à même de pallier à 100% les problèmes de pénurie? Sans doute non. Car quand on regarde les raisons des pénuries, elles ne sont pas toujours liées à la fabrication, au fait que la fabrication soit externalisée. Il peut y avoir, même dans des industries autochtones, des ruptures de stock, des difficultés dans la chaîne de fabrication, des grèves, des occupations et toutes sortes d'aléas qui peuvent impacter la distribution des médicaments. Donc je suis attentive à cette solution, mais je me méfie beaucoup des solutions très simplistes. En tout cas, quand j'étais ministre de la Santé et dans le cadre du comité stratégique des industries de santé, ce n'est pas la voie qui a été choisie délibérément et, à l'évidence, c'est le choix de l'excellence et de l'innovation qui a été choisi selon les bons vieux principes de M. Ricardo des avantages compétitifs. Et nous avons choisi, au contraire, de penser que la sécurité de l'approvisionnement était plutôt liée à l'arsenal législatif et réglementaire et à des structures de veille sur le marché mondialisé. Effectivement, le prix du médicament dans notre pays est tout à fait important. Nous avons choisi, les gouvernements de gauche et de droite, de considérer le prix du médicament comme la variable d'ajustement dans les comptes de la sécurité sociale pour diminuer les dépenses. On a abouti ainsi à ce que, actuellement, je parle en grande masse, 50% des spécialités pharmaceutiques françaises sont les moins chères du marché européen et que 92% des spécialités pharmaceutiques françaises ont un prix inférieur au prix moyen des 5 grands pays européens, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie, qui constituent le gros du marché pharmaceutique. Ce n'est pas sans inconvénient, puisqu'évidemment les détenteurs de stock de ces produits peuvent à tout moment être tentés de les distribuer dans des pays qui ont un prix de vente plus intéressant. On connaît par exemple l'exemple de l'amoxicilline, dont la forme injectable est à peu près 2 fois plus chère en Allemagne qu'en France. Et ce marché parallèle, dont vous avez certainement entendu les différents acteurs, c'est quand même 5 milliards de chiffre d'affaires. Donc, on a choisi une politique d'écrasement des prix dont on peut penser qu'elle n'est pas sans impact sur les approvisionnements, même si ce n'est pas sans doute l'aspect principal des ruptures que nous enregistrons. Alors, vous m'interpellez sur les modifications qui ont eu lieu sur les rémunérations et les aides apportées aux laboratoires. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui gère cette affaire-là. Les aides aux industriels ont relevé du ministère de l'économie et de l'industrie et de la recherche. Le ministère de la Santé est plutôt, je dirais, un spectateur engagé. Est-ce que ces aides ont eu l'impact attendu? Vous savez, j'ai quitté le ministère de la Santé en 2010.
il m'est bien compliqué de vous répondre. Je n'ai pas les éléments techniques qui me permettent de le dire. Vous savez, la fonction ministérielle implique qu'on court dans son couloir. Et d'ailleurs, ceux qui se risquent à poser un pied hors de ce couloir se font en général sévèrement rappeler à l'ordre. Donc c'est plutôt, Madame la rapporteure, à vous de fixer si ces politiques initiées par le ministère de l'économie et de l'industrie ont eu une efficacité. En tout cas, et si je peux, à ce niveau, exprimer un regret, je le répète, parce que je l'ai déjà exprimé dans d'autres enceintes, c'est que la liquidation de l'Eprus m'a paru une mauvaise décision. Et que, à l'évidence, je vais justement infirmer ce que je viens de dire et faire un pas de côté. Mais comme je me suis déjà exprimé sur cette affaire, la fusion de l'Eprus dans Santé publique France m'a paru une mauvaise décision et la reconstitution d'un établissement de réserve et d'urgence sanitaire me paraîtrait une bonne décision. Vous voyez que je suis prête à renoncer à tout moment à mes principes. Juste, Madame la Ministre, 2 questions sur les stocks et oui. Sur la liste. Est-ce que vous avez... Alors, la liste, bien... Est-ce que déjà vous étiez penché sur cette question? Oui, bien sûr, mais à l'époque, nous avions estimé qu'il y avait une liste de médicaments essentiels qui était celle de l'OMS et que rajouter des listes aux listes, c'est plutôt embrouiller les choses que de les clarifier. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Est-ce que les collègues ont posé une question? Émilienne. Oui, merci Madame la Ministre. Je voulais revenir un petit peu sur le sujet de l'étatisation. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Excusez-moi. Mon grand âge fait que je suis un peu sourde. Non, j'ai la voix très grave aussi, de fumeuse, n'est-ce pas? Donc, oui, je voulais revenir sur le sujet de l'étatisation parce que la façon dont vous avez répondu semblait vouloir dire qu'on pouvait envisager une étatisation de l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Ce qui, à l'évidence, est, même pas en rêve, allais-je dire, quelque chose de possible. Donc, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'envisager pour certains médicaments qui seraient donc dans cette fameuse liste qui doit être établie et qui sera peut-être la énième liste, effectivement, mais en tout cas, dont on espère qu'elle sera plus restreinte que celle des MITM, est-ce qu'il y aurait la possibilité de dire qu'on réindustrialise, peut-être pas en France, mais au moins à l'échelle européenne, de façon public ou avec un partenariat public-privé comme on le voit dans certains pays? Est-ce que ça vous paraîtrait une solution envisageable? Je ne voudrais pas avoir été mal compris. Je n'ai jamais prôné l'étatisation de l'industrie pharmaceutique. C'était, comme on dit en anglais, a private joke. J'avais dit que ceux qui pensent que c'est une solution faisable et qui rêvent d'un grand service industriel de l'industrie pharmaceutique, je pense, s'égarent. Je voudrais être parfaitement clair. Et je pense que ce n'est pas le rôle de l'État de faire cela. Il peut aider par des politiques d'appui industriel des laboratoires qui voudraient tenter cette expérience de relocalisation. Il y a d'ailleurs des projets et même des choses qui sont en train de se concrétiser. J'appelle l'attention sur le fait que si ce n'est pas accompagné par la revision des règles de marché public, ces laboratoires sont condamnés à déposer très rapidement la clé sous la porte. Parce qu'effectivement, les prix étant absolument pas ceux qui sont les prix de ces spécialités matures, ils se feront retoquer au niveau des règles des marchés publics. C'est d'ailleurs ce qui est déjà arrivé à certains laboratoires qui se sont risqués à cette affaire et qui se sont vus recaler. Donc, très
très bien. Alors faire une industrie européenne, pourquoi pas, mais les mêmes choses produiront les mêmes effets. Vous savez, il y a une phrase de Bossuet que j'aime beaucoup et qui s'applique vraiment à notre dossier. Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences dont ils chérissent les causes. Pardon. Des questions complémentaires, Madame la Ministre. Vous avez évoqué les politiques d'achat diversifiées, notamment dans les appels d'offres hospitaliers, que vous aviez regardé avec attention au moment où vous étiez ministre. Il semblerait, c'est pas il semblerait d'ailleurs, d'abord, les pénuries se sont très largement aggravées, et donc ce qui avait débuté quelques années avant vos fonctions ministérielles a pris un tour complètement dramatique, finalement, quelque part. Et ces achats diversifiés, ils commencent tout juste à se mettre complètement en place au niveau hospitalier. Or, on sait que la pénurie hospitalière de médicaments est un vrai sujet. Et en matière de coûts pour la santé, on voit très bien qu'on est bien loin des objectifs d'économie attendus dans le PLFSS. Donc ça, c'est ma première question. C'est à l'époque où vous aviez commencé à envisager ce sujet, comment vous expliquez le fait que ça ne soit pas mis en place, et vous étiez ministre en charge des hôpitaux aussi, donc il y avait même... Vous entendrez les directeurs de CHU et leur conférence. Là, évidemment, je suis... Est-ce que ça signifie que tous les outils, en tout cas si réglementaires, avaient été mis en place à sur l'époque ? l'évolution du régime des intermittents du spectacle, je vais être beaucoup plus capable de répondre à cela. Je n'en doute pas. Nous avons eu d'ailleurs des échanges sur ce sujet. Et en revanche, est-ce que ça signifie que finalement la réglementation mise en place à l'époque n'était pas assez invasive et n'a pas permis que les choses se structurent? Ma deuxième question porte sur le rôle des distributeurs et des grossistes répartiteurs, puisque c'est un système qui est instauré en France depuis fort longtemps. Et d'ailleurs, comme vous avez géré une pharmacie, vous voyez tout à fait comment les choses fonctionnent. Quelle est la part jouée par les grossistes répartiteurs dans ce système du médicament et de dispensation du médicament et de distribution dans les territoires? Ma troisième question va porter justement sur les ARS qui ont remplacé les DAS, DRAS et puis d'autres structures. Un des atouts des DAS, c'était d'avoir des inspecteurs sur les terrains et des personnes formées pour la veille à une échelle territoriale, semble-t-il, d'ailleurs ça a été confirmé depuis, l'échelle départementale, qui avait un intérêt. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas finalement que cette veille au niveau de la NSM, donc nationale, avec une absence de va-et-vient et de surveillance territorialisée de la pénurie de médicaments, est un défaut dans le système? Et pensez-vous que les ARS pourraient se structurer pour jouer ce rôle-là de veille et d'aller et retour entre les professionnels de santé, que ce soit pharmaciens ou prescripteurs sur le terrain, puisqu'on voit bien aussi que la gestion de pénurie sur les terrains a un coût aussi en matière de dépenses, de santé. Et puis ma dernière question va porter effectivement sur les stocks. Donc vous dites reconstituer un établissement d'urgence et de réserve sanitaire. On voit bien que ces dernières années, tout est allé dans le sens contraire de la gestion de stock. Qui dit stock dit cher, c'est le first in, first out de l'industrie qu'on a appliqué à la santé et aux médicaments. On voit bien que ce sujet est important. Et toutes les structures finalement publiques et parapubliques qui étaient en charge du médicament, que ce soit l'AGEPS par exemple, ou que ce soit les Prus, ont disparu ou ont amoindri de façon très drastique finalement leurs compétences et leur capacité à faire. Et donc je reviens sur cette question finalement d'une sphère publique qui serait en situation 2 ou en capacité 2
en matière d'urgence et de pénurie, enfin de crise de pénurie. Même si effectivement vous dites que les retours d'expérience et les plans et la planification, tout ça n'est pas forcément positif, il n'empêche qu'avoir une planification minimale en cas de pénurie de médicaments, il semblerait que ce soit quand même quelque chose à mettre en place, en tout cas pour enrayer cette espèce de dégringolade de la disponibilité de médicaments. Et puis ma dernière question porte sur la typologie des médicaments. La nouveauté, c'est qu'on a des anticancéraux en pénurie. La nouveauté, c'est que les formes pédiatriques sont particulièrement défaillantes sur le marché et à disposition, notamment les formes à destination des nourrissons. Et quel regard vous portez sur ce sujet? Parce que finalement, c'est sur ces sujets-là maintenant que les choses se cristallisent. D'abord, moi, je veux saluer la qualification pharmaceutique de l'ensemble du système du médicament dans notre pays. Ce sont les pharmaciens qui, à tous les niveaux de la fabrication, de la distribution, de la dispensation du médicament, sont à l'œuvre. Et je dois dire que remettre en cause, pour une raison quelconque, ce système de haute qualification, de haute qualité de l'ensemble du circuit pharmaceutique, me paraîtrait une régression. Est-ce que le système législatif peut être amélioré, durci? Pourquoi pas? Je dois dire que il a été mis en place un système d'astreinte et d'obligation de service public pour les grossistes répartiteurs. Ces derniers sont tenus d'assurer l'approvisionnement continu du marché national pour couvrir les besoins des patients avec des dispositions réglementaires strictes. Les sanctions financières pour manquement aux obligations à la fois des laboratoires exploitants et des grossistes répartiteurs. Il a été défini pour la première fois à l'époque une définition de la rupture d'approvisionnement dans la législation française en le définissant comme l'incapacité pour une pharmacie d'officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un médicament à un patient dans un délai de 72 heures. Cette armature, il convient de la faire respecter. Et on peut toujours durcir ces conditions, pourquoi pas. Ça demanderait une analyse que je n'ai pas les moyens techniques de faire ici devant vous. Pas quelque chose qu'on décide, ah tiens, coucou, on va porter cette affaire au lieu de la mettre à 3 jours, à 4 jours. Il y a des études d'impact à faire et à mener de façon sérieuse et en y impliquant le maximum de partenaires à tous les niveaux de la chaîne. Vous m'excuserez donc de ne pas répondre comme ça de chic. C'est pas parce que je travaille dans une chaîne d'infos que je dois parler de ce que je ne connais pas, bien entendu. Je ne suis pas une tautologue. Vous avez continué, Madame la Présidente, sur... Pardon, ma mémoire me fait défaut. Sur les autorisations, sur la distribution. En fait, c'était sur la distribution, sur les achats diversifiés dans les hôpitaux qui viennent tout juste de se mettre en place. Donc, vous venez d'y répondre indirectement. Oui, là, et si je comprends n'ai pas bien, les compétences pour répondre. Si je comprends bien en creux, c'est quand même plutôt la chaîne de contrôle et de surveillance et de mise en œuvre de la réglementation, finalement, qui mériterait peut-être d'être renforcée plus que la réglementation. D'abord, moi, je suis, comme me disent les directeurs généraux des ARS, je suis la maman des ARS, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils m'appellent. Ils ont même composé une chanson à mon endroit.
Je pense que les ARS sont un outil extraordinaire de santé publique. Ils ont été sottement critiqués au moment de la crise du Covid, alors qu'ils ont rendu des services éminents, qu'il y a dans ces agences régionales de santé des agents qui se sont vraiment défoncés la paillasse jour et nuit pour gérer cette crise, et que vraiment il y a certaines critiques qui m'ont mis en rage. Que ces ARS aient ensuite servi de variable d'ajustement à certaines réductions d'agents, tout le monde le sait. Alors que les fonctions qu'on leur demande sont de plus en plus complexes et de plus en plus exigeantes. Et le scandale d'Orpea est venu nous le rappeler. D'Orpea et d'autres systèmes. Rajouter ce qu'on vient d'entendre sur les crèches. Donc, il s'agit vraiment de muscler ces agences régionales de santé, de faire en sorte que les structures départementales, surtout avec cette absolument désastreuse réforme territoriale, ces structures départementales rendent tout à fait indispensables. Et je ne peux que constater, mais là je suis un petit peu comme le pâtre au bas du Parthénon, hein. Je n'ai pas les éléments techniques documentés et argumentés qui me permettraient de dire voilà ce qui manque exactement, mais ça vous allez le faire. J'espère que sera enfin rendue justice aux agences régionales de santé. Merci. La question, c'était celle-là, effectivement, d'une vision territorialisée de l'action publique, et la pénurie de médicaments fait partie de la gestion critique dans les territoires. Et les agences régionales de santé, voilà. L'information doit passer. Il y a donc cette notion de veille avec un circuit à la fois ascendant et descendant qui implique la NSM, les ARS et l'ensemble des organisations professionnelles. Et tout cela doit circuler de la meilleure façon. Très bien. Très bien. Est-ce que des questions parmi mes collègues? Madame la rapporteure. Non, c'était très clair. Bah écoutez, mesdames les sénatrices. Puisqu'on partage 100% de ce que dit la ministre. Alors je vais faire preuve pour une fois de pas de causticité et d'un manque d'objectivité sans doute, mais on partage. Corinne Imbert. Et moi, je partage ce que vient de dire le sénateur Boudebelin. Donc, comme ça, non, mais évidemment, j'avais une question, mais j'espère que la ministre ne me réponde pas parce que c'est sur de la prospective et sur le fond même de notre système. Et vous l'avez dit, des prix administrés, des prix de revient qui ne sont pas équivalents quand il y a des... Et Bercy qui a la main sur le ministère de la Santé. Donc à partir de là... Je crains qu'il n'ait la main pas seulement sur le ministère de la Santé. Je partage également. Mais comme nous sommes sur un sujet de santé, mais notamment, évidemment, il a la main sur tout et sur le ministère de la Santé. Et qu'à partir de là, j'ai envie de poser une question, mais comment on va se sortir de ce système-là ? La sécurité sociale est quelque chose évidemment de merveilleux, mais on a fait peser beaucoup sur le médicament et je le dis avec beaucoup de précaution parce que je suis encore en exercice. Donc, mais compte tenu de ce schéma-là, si éventuellement vous aviez une vision des choses, est-ce qu'on peut espérer que les choses évoluent ? Est-ce que c'est au niveau européen ? J'en suis pas certaine. Alors sur la production, oui, mais après, quid des prix ? Comment un médicament produit, je veux dire, au niveau européen, avec une entente européenne, comment on arrivera à expliquer qui vaut tant et qui peut se vendre tant en France et tant en Allemagne ? Enfin, j'avoue que j'arrive pas à...
tant qu'on aura cet outil merveilleux de protection sociale qu'est la sécurité sociale et qui donc englobe la branche maladie et la prise en charge de nombreux médicaments, avec des prêts administrés, comment on peut voir un avenir meilleur en termes de... Alors, Madame la sénatrice, je crois que vous ouvrez en cette fin d'audition le sujet de l'Europe et de l'Union européenne. Et je pense que, évidemment, dans vos travaux, vous ne vous dispenserez pas de cette réflexion. Parce qu'il y a une sorte de paradoxe, puisque les politiques sociales et les politiques sanitaires ne font pas partie du paquet communautaire, mais en même temps, on imagine bien qu'il est difficile de s'en abstraire, hein, et que d'ailleurs, la loi du 29 décembre 2011 a transposé des dispositions qui sont des préconisations, des recommandations, plus que des dispositions législatives européennes. Mais que dans ce marché européen, on voit bien que si on mène une politique industrielle strictement franco-française, on va très vite taper dans le mur. Mais comment, justement, gérer ce paradoxe que nous avons soulevé ensemble de politiques sanitaires et de normes sanitaires qui sont très différentes dans les pays, du fait que le prix des médicaments n'est absolument pas le même, que les pratiques de prise en charge ne sont pas les mêmes. La France est à travers le prix, les remboursements par la sécurité sociale et par les organismes complémentaires qui ne marchent en fait que par les aides aussi, qui sont un système para-étatisé, arrive à un taux de prise en charge solidaire qui est le plus élevé d'Europe. Bon. Tout ça, c'est une sorte de pièce de puzzle qu'on essaie de faire rentrer dans le trou qui ne convient pas. Donc, vous soulevez quelque chose et je ne vois pas actuellement la porte de sortie, puisque on essaie dans cette affaire beaucoup plus de préserver les acquis communautaires que d'en créer d'autres dans un mouvement de défiance généralisée vis-à-vis des institutions européennes. Et vous avez même, dans ce cadre, soulevé la question de l'écologie et des normes écologiques. Donc je suis perplexe et je vous remercie d'avoir créé cette commission d'enquête et peut-être justement d'apporter des outils prospectifs aux gouvernants pour tracer certains chemins qui nous permettraient de sortir de ces paradoxes, sinon de ces apories. Donc j'ai une nouvelle question, donc je refais le tour. C'est la dernière. J'ai l'impression d'être chez le dentiste quand Laurence, il dit il n'y en a plus que pour une minute avec la roulette et ça continue. C'est ça. Sauf que nous n'avons quand même pas l'action de la roulette. Ça reste à prouver. Et madame... Non. Nous sommes utiles au bien public, c'est juste ce qui nous guide. Et madame la rapporteure voudrait juste rebondir sur votre intervention et après nous arrêterons. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. C'est en vous écoutant finalement que la question m'est venue. Vous avez exprimé que le taux de prise en charge solidaire en France est le plus élevé d'Europe. Justement, les coûts, vous l'avez exprimé, des médicaments ont été compressés vers le bas et dans d'autres pays européens, ils sont vendus plus cher. Mais le marché est sans doute aussi un des plus grands d'Europe puisqu'il y a ce remboursement par la sécurité sociale qui assure à l'industriel une diffusion de masse que d'autres pays n'auront pas. Donc l'un dans l'autre, est-ce que cela ne s'équilibre pas? Vous avez éminemment raison. On a remplacé la politique du prix par une politique des volumes. Et c'est vrai qu'ainsi, le marché pharmaceutique français est intéressant avec tous les effets pervers induits dans un marché mondialisé, dans un marché européen dont l'un des principes est la libre circulation des marchandises. Effectivement. Et
les industriels se sont ainsi rattrapés sur la dette. Je ne peux qu'aller dans votre sens. Juste, effectivement, Madame la Ministre, par rapport à ce que vous avez dit au niveau européen, nous nous sommes déplacés, nous sommes allés à Bruxelles et nous avons auditionné l'EMA et l'ERA aussi. Je me doute. Voilà. Mais ce que nous avons trouvé, et je veux le dire lors de cette audition, comme nous l'avons dit depuis le départ, c'est une industrie mondialisée. Évidemment, les mêmes politiques produisent les mêmes effets, donc chaque pays vit des pénuries, des ruptures de stock, etc. Et nous avons en tout cas trouvé au niveau de nos interlocuteurs une volonté qui s'est exprimée en nous affirmant en tout cas qu'il y avait une volonté de créer au niveau européen une synergie et d'essayer de faire en sorte que, y compris quand on parle de réindustrialisation, ce serait complètement absurde, et je pense vraiment que personne n'y pense, enfin j'ose espérer que personne n'y pense, que ça ne se passe que sur le sol français, ce serait totalement ridicule. Et nous avons trouvé une volonté exprimée notamment au niveau de l'EMA de faire en sorte qu'il y ait une coordination européenne et que la relocalisation se fasse en bonne intelligence. Alors c'est tout un travail, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien réglé du tout. Mais en bonne intelligence entre les différents pays pour qu'au moins les productions se rapprochent et que ça soit plus facile au niveau de la distribution que quand ça se passe à l'autre bout de la planète, et y compris d'ailleurs au niveau écologique, etc. Donc j'ai le sentiment, alors peut-être que je suis quelqu'un d'optimiste, certainement, mais que les crises que nous venons de vivre et qui, hélas, on n'est pas au bout de nos peines parce que des crises, il y en aura d'autres, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une prise de conscience plus globale et qui peut permettre effectivement de trouver des solutions partagées à la fois au niveau national mais aussi au niveau européen. Alors voilà, donc c'est une petite porte qui peut s'ouvrir sur ou une fenêtre qui s'entrouvre, mais ça me paraît intéressant par rapport à la situation que nous vivons. Et je ne pense pas qu'on puisse trouver des solutions en dehors de ce niveau européen. Je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une volonté d'harmonisation et de réindustrialisation. Toutefois, la personne qu'il faudra convaincre, c'est Madame la commissaire à la concurrence. Hein? Parce que tant qu'on est dans la première phase, je peux vous dire que quand on en est au stade opérationnel, j'ai pu en savourer toutes les difficultés dans la défense de la propriété intellectuelle et de la propriété artistique comme ministre de la Culture, ou au niveau du concept de la défense des consommateurs et de la libre disposition de la concurrence, on vient tamponner tout ce que nous venons de dire. Première chose. Ensuite, l'Europe, elle est plurielle. Les politiques industrielles au niveau des grands pays, ça va. Mais l'Europe, c'est un pays, une voix. Vous savez, j'ai présidé le Conseil des ministres en charge des affaires sociales et sanitaires. J'ai présidé celui de la culture l'année dernière, mais je l'ai présidé au deuxième semestre 2008. J'avais imaginé, en 2008, de faire un exercice avec mes collègues, exercice purement théorique, impliquant un scénario totalement inimaginable, que l'Europe était frappée par une épidémie causée par un virus respiratoire. Vous voyez que j'étais en pleine folie, en plein roman. On m'a répliqué, mes collègues, que tout cela était de la fantasmagorie et que ça n'arriverait jamais. Et qu'il était inutile de mettre en place des stratégies communes. Et quand l'épidémie
de virus H1N1 est arrivé, j'ai tenté de faire que les achats de vaccins et des substances utiles dans la gestion de l'épidémie relèvent d'une politique européenne. Je n'ai pas trouvé grand monde au bout du téléphone et dans les conseils. Ma collègue ministre polonaise m'a même dit que les vaccins avaient autant d'efficacité que l'eau distillée. Alors, c'est bien là qu'est le problème. C'est que les forces centrifuges sont extrêmement fortes en Europe et que pour mener ces politiques, une fois que nous en serons au stade opérationnel, tout ça sera très compliqué. Permettez à une vieille bête de rappeler quelques souvenirs. Bien. La vieille bête vous salue, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Et puis, de nous avoir... merci, Madame la Ministre, pour ces échanges, pour la qualité de vocabulaire jusqu'à la pourrie. Et donc, voilà, pour rebondir sur la question européenne, puisque c'est bien que nous terminons finalement cette audition sur ce sujet, la Covid est quand même passée par là, la commande de vaccins en Europe est passée par là, le prix du coût du vaccin et la gestion des stocks de façon européenne est passée par là. Et donc, il semble, et le paquet médicaments vient enfin de sortir au niveau européen. Et donc, il semblerait que la question de la santé devienne une question un tout petit peu européenne. En tout cas, qu'il y a une prise de conscience que dans certaines circonstances, c'est un sujet important. Et donc, les pénuries, probablement, vont jouer une partie de ce rôle. Je vous remercie beaucoup.